L'ère post-Covid, le nouveau visage de l'hospitalité. Nous sommes heureux d'accueillir Maud Bailly, CEO Europe du Sud, Accor. Bonjour à tous, merci Vangelis de me donner cette tribune. Je suis ravie de vous voir plus nombreux que l'année dernière, où nous étions donc 10 dans la salle, et ça fait du bien de vous voir. Si vous m'autorisez, je vais commencer avec quelques mots qui n'ont rien à voir avec mon sujet, mais qui vont être des mots d'hommage pour quelqu'un qui a été une figure très importante pour le groupe Accor, et cette personne c'est Didier Gros. Didier Gros nous a quittés dimanche dernier, et pour moi, je n'ai pas la chance de l'avoir connu personnellement, mais je peux vous dire, pour avoir vu son parcours et avoir beaucoup entendu des collaborateurs directs de chez Accor, qu'il était pour moi exemplaire à 3 titres. Il était exemplaire à titre de parcours. On décrit beaucoup aujourd'hui le secteur de l'hôtellerie. Moi, je pense que c'est un secteur extraordinaire, avec une diversité de métiers, un ascenseur social, une richesse culturelle exceptionnelle. Et Didier avait commencé commis de cuisine. Il a été notamment directeur général de Sofitel France. Le deuxième point d'exemplarité, c'était les valeurs. On me dit que Didier était quelqu'un de généreux, de humble, de travailleur et de passionné dans le fait de faire monter ses équipes en termes de formation, de transmission. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup dans l'ADN du groupe. Et puis, c'était quelqu'un de très créatif. Il a beaucoup fait pour la famille Ibis, pour toute la rénovation du segment économique. Et donc, j'espère que vous m'autoriserez à avoir en introduction une vraie pensée pour Didier, mais aussi Christiane, Sébastien, Maïka, Sandrine et Pierre Gros, et que toute la famille Accor leur adresse tout leur soutien. Merci beaucoup. On va donc partir ensemble dans une plongée sur ce qu'on vit, là encore en toute humilité. Je vais vous raconter 2 choses. Nous, comment on a vu cet été, un peu plus rempli, à l'image de cette salle, et surtout ce qu'on apprend aujourd'hui de la crise. Juste pour rappel, Accor, c'est 5200 hôtels, plus de 760 000 chambres dans 110 pays, avec 8 grands hubs régionaux, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, une énorme zone Afrique, Middle East, Inde, le Pacifique, l'Asie du Sud-Est, la Chine au sens Grande Chine, l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. J'ai la chance de diriger l'Europe du Sud, qui est le plus beau hub, évidemment, du groupe Accor en toute objectivité. Je dis ça de manière totalement objective et documentée, puisque nous avons la France, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, Grèce, Malte, Israël, un quart du PNL du groupe, 435 partenaires dont certains sont dans la salle, j'en profite pour les saluer. Et nous avons traversé main dans la main cette crise en allant faire du lobby, de la défense des intérêts du secteur, en continuant à développer des très belles ouvertures de très beaux assets, des très belles propriétés. Et nous avons 18 marques qui vont du segment économique jusqu'à l'ultra-luxe. Ça représente plus de 35 000 collaborateurs au sein des hôtels de nos différents propriétaires. Alors, si on regarde un peu le sujet qui nous amène aujourd'hui, un petit arrêt sur image sur cet été, comment va le business dans notre industrie, qu'on dit tellement touché, et qu'est-ce que ça dit sur la fin 2021 et pour 2022. Et puis, j'ai voulu vous présenter ce que moi je perçois en termes d'enseignement et de grandes tendances pour l'hospitalité de demain. Je ne dis pas du tout que c'est la vérité, je vous dis simplement que c'est ce qu'on perçoit, c'est ce qu'on voit sur le terrain, dans les évolutions clients. Et c'est aussi comme ça qu'on va adapter et définir la stratégie Accor pour l'Europe du Sud pour 2022. Alors, côté business, si on regarde l'été, l'été a été très bon, mais contrasté. Je pourrais m'arrêter là, en fait. Très bon parce que, sans surprise, dans toutes les destinations vertes, donc tout ce qui est province française, destination littorale, montagne, tout ce qui est en fait de l'ordre du mix loisir et plutôt la province, on a eu un effet de surperformance. De surperformance au-dessus
du niveau de 2019, en niveau de réservation, mais aussi en panier moyen. On y reviendra. Alors, en sachant que je crois qu'il y a un problème de couleur, donc je vous prie de m'excuser. Donc, évidemment, Malaga, Faro... ah non, mais c'est ça, non, c'est très au-dessus. C'est bizarre que ce soit gris. Donc, voilà, c'est pas intuitif. Hein. Le gris, c'est que c'est super. Voilà, c'est pour voir si quelqu'un suit dans la salle. Personne. Il est donc 16h30. Merci, Vangelis, de m'avoir mis à 16h30. Tout le monde veut rentrer, je comprends. Il paraît qu'il y a eu 50 keynotes super avant moi. C'est toujours comme ça. On en reparlera, Vangelis. Donc, en fait, le gris, c'est que ça cartonne. Donc, ce que je vous propose, c'est je reviens. Et là, vous faites waouh sur le gris. Attention. Waouh, je suis d'accord. Donc, le gris, c'est entre 75 et 100% de taux d'occupation. Pardon. Le vert entre 50 et 74 et l'occupation moyenne en dessous de 50%. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout ce qui est côte, destination balnéaire, montagne, province française a surperformé. Quelque chose de beaucoup plus contrasté pour les villes parce que structurellement plus dépendante du MICE, du corporate et de l'activité de convention qui revient de manière plus progressive. Quoique, et on va en parler, sur septembre, on commence à voir un mix qui n'est pas que de la clientèle domestique qui porte le business, mais qui est aussi un retour du MICE. Et ça, pour moi, c'est un vrai élément de rassurance et d'espoir. L'été, qu'est-ce qu'on retient? Comme je vous l'ai dit, un niveau de réservation historiquement élevé. En France, en Italie, en Grèce, en Israël, moins sur la péninsule ibérique, qui est très en fait dépendante de la clientèle internationale qui n'est pas revenue. On est vraiment sur une clientèle domestique loisir. Pour vous donner un ordre de grandeur, 9 Français sur 10 est resté. En fait, 9 Français sur 10 sont restés en France pour leur congé. Je pense que les 10% qui restent, de ce que j'entends, ils sont tous partis en Grèce. Donc, ce qui m'arrange parce que c'est sur mon hub. Donc, moi, je suis pour. Mais globalement, on a eu une très forte tendance de domesticité. Sur le panier moyen, un très fort niveau au-dessus du niveau constaté sur les destinations qui ont performé en panier moyen par rapport à 2019. On a eu sur Annemasse, Cannes, Dinard, Ajaccio des paniers moyens très, très supérieurs avec un effet quand même de revenge buying, c'est-à-dire que les gens n'ayant pas pu dépenser avec le confinement se sont rattrapés lors de cet été, ou alors tout simplement à enveloppe équivalente, les gens se déplaçant moins loin ont mis davantage d'argent dans leur séjour et moins dans leurs billets d'avion ou de train. Un retour des Européens contrasté, avec une présence des Belges, des Néerlandais, de la clientèle suisse, mais finalement moins dynamique sur ma zone de la clientèle allemande et beaucoup moins dynamique de la clientèle britannique, du fait du Brexit, mais aussi de la gestion en fait des normes sanitaires, des restrictions sanitaires qui, souvenez-vous, ont pesé sur les flux avec le Royaume-Uni jusqu'au 19 juillet dernier. Et puis sur la clientèle internationale, ça a été le grand vide de cet été. Donc l'été a été tiré en fait par une clientèle domestique loisir, une clientèle internationale avec une forte présence de la clientèle qatari, mais sur des petits volumes. Et puis quand même, que ce soit au Middle East, en Russie, la clientèle brésilienne ou les États-Unis, beaucoup moins de présence de touristes américains. Vous avez vu les effets de stop and go sur les flux de clientèle américaine. Alors, quid du voyage d'affaires? Vous voyez sur ce schéma une activité de MICE et de voyage d'affaires corporate très plate sur le premier semestre. Et finalement, un retour de l'activité, c'est en valeur par rapport à 2019, qui reprend à partir de juillet. Et finalement, on espère qu'on va retrouver petit à petit, en termes de voyage d'affaires groupe et de voyage d'affaires individuel, des niveaux qui reprennent. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des événements qui ont été confirmés. On n'a plus un phénomène d'annulation des foires et des salons. Et ça, pour moi, c'est un élément tangible, économique, rassurant. Que ce soit la Fashion Week, d'autres salons que vous voyez sur l'écran, ils sont maintenus. Cela dit, il faut quand même se poser la question de l'impact à long terme de l'hybridation des conférences et des salons, puisque à niveau d'événements équivalents, on constate quand même qu'avec l'hybridation, le nombre d'exposants et le nombre de participants est en moyenne divisé par 2. Ce qui veut quand même dire qu'en termes de flux
pour nos hôtels, il y aura un impact business. Donc aujourd'hui, si je prends la 3e semaine au niveau d'accord sur le hub Europe du Sud, je suis à 80% de prise de réservation sur le segment voyage d'affaires par rapport à 2019, ce qui est très encourageant. Je n'ai pas juste un été indien qui me permet de tirer sur septembre, voilà, un voyage plutôt loisir et domestique. Mais il faut quand même regarder ça avec précaution, et c'est vraiment en 2022 qu'on verra le nouveau visage du voyage d'affaires, en sachant qu'on pense qu'il y aura forcément un effet d'hystérèse, c'est-à-dire d'hybridation du voyage d'affaires, et on estime à 10, 15%, 20%, il y a des débats là-dessus, Vangelis, la part de voyage d'affaires qui va rester hybride, c'est-à-dire digitale, à la faveur du développement des plateformes qu'aujourd'hui nous utilisons tous. Alors, quel va être le chemin de reprise de l'hôtellerie? Nous, ce qu'on observe, comme je vous le disais, une année 2021 très marquée par une clientèle domestique, loisir, et du tout petit maïs. 2022, c'est là qu'on espère une pleine restauration des flux européens. Des flux européens, notamment avec le Royaume-Uni, mais aussi l'Europe du Nord, parce que c'est ça qui va porter la pleine croissance de notre continent. Et 2023, voire 2024, pour un plein retour de la clientèle internationale. Vous avez dû voir qu'en Chine, les annonces restent incertaines sur la réouverture, la restauration des flux internationaux, et ça, c'est très important pour le business en Europe. Et donc, un renouement avec le RevPAR de 2019 qui ne pourrait avoir lieu qu'en 2024, mais on va tout faire pour que ça arrive avant. Aujourd'hui, le MICE, on le voit revenir, mais avec des groupes, des séminaires qui viennent de moins loin et qui sont plus petits. On est plutôt sur des formats de 80 à 100 personnes et sur des formats hybrides, je vous en reparlerai. Après, qui revient en premier? La clientèle loisir versus le business. Plutôt en province, la province française a surperformé cet été. À l'inverse, les grandes villes de l'Europe du Sud, que ce soit Paris, Rome, Madrid, Lisbonne, continuent à souffrir. Les segments économiques et mid-scale ont globalement mieux résisté sur l'ensemble de la crise sanitaire. Le premium a quand même tiré son épingle du jeu avec de très belles performances, notamment sur la marque M Gallery pendant cet été. Le luxe, souvent situé dans les grandes villes, a plus souffert. Du petit maïs et du voyage d'affaires individuel. Tout ce qui est voyage d'affaires de groupe, contracté, corporate, semblera avoir besoin de plus de temps. Les jeunes s'en remettent à voyager plus tôt que les générations autres. Et puis, un effet de revenge buying avec des paniers moyens, quand il y a de la dépense, qui s'avèrent plus élevés quand les destinations sont prisées. Voilà ce que je voulais partager rapidement avec vous sur ce qu'on observe, en tout cas nous, chez Accor, au sein de l'Europe du Sud. Alors, fondamentalement, qu'est-ce qu'on observe et qu'est-ce qu'on aura appris? Sébastien Bazin dit souvent qu'il ne faut pas être amnésique par rapport à une crise. Et c'est vrai qu'on a vraiment essayé de se poser en se disant qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce qu'on voit de différent, qu'est-ce qui va définitivement changer avec le Covid. Donc moi, j'ai identifié 8 grandes tendances. Je vais essayer de les balayer rapidement. La première tendance, et si on m'avait demandé il y a 2 ans quelle était la prochaine grande attente client, j'aurais bien eu du mal à deviner que ce serait la réassurance sanitaire. Il n'empêche, je pense que la réassurance sanitaire survivra à cette crise. Nous aurons peut-être malheureusement à gérer d'autres pandémies et au même titre que des normes d'accessibilité, des normes d'empreinte environnementale, la norme de réassurance sanitaire, me semble-t-il, survivra. Donc nous, comme d'autres, on a mis en place un dispositif de label certifié par des tiers, donc Bureau Veritas en France, SGS dans le reste de l'Europe du Sud, avec un label qui permet de rassurer non seulement nos clients B2C, les collaborateurs de nos propriétaires dans les hôtels, mais aussi les clients qui veulent organiser des séminaires, des événements dans les hôtels. Et aujourd'hui, on reçoit à peu près 400-500 appels d'offres pour des organisations de séminaires, et systématiquement, on nous demande un label de réassurance sanitaire. Donc pour nous, c'est un élément différenciant, et ça répond à une nouvelle attente client B2B comme B2C durable. Le deuxième constat, j'en ai déjà beaucoup parlé,
c'est l'hybridation du monde. On avait déjà beaucoup constaté la digitalisation du secteur de l'hôtellerie, et ça ne date pas du Covid, mais force est de constater que le Covid aura accéléré le digital. D'ailleurs, on dit souvent que le Covid aura fait gagner à plusieurs pays plusieurs points de maturité digitale à une vitesse qu'on n'aurait jamais connue hors pandémie sanitaire mondiale. Le fait est que les organisations ont beaucoup plus vite basculé vers un travail à distance, depuis la maison, en utilisant les plateformes que vous connaissez tous, avec un télétravail qui aujourd'hui change le rapport au travail et des négociations avec les partenaires sociaux dans à peu près la totalité de nos entreprises, où les gens vont banaliser le fait de travailler plusieurs jours par semaine depuis chez eux. Ce qui soulève des questions autres sur l'avenir de l'immobilier de bureau. Et puis, dans la relation client et puis la gestion de notre MICE, notre corporate, on a poussé les solutions digitales, que ce soit les clés digitales depuis le portable des clients où ils reçoivent leurs clés, donc on est en pilote sur le hub, tout ce qui est online check-in, check-out, et puis évidemment tout ce qui est QR code pour le room service. Je suis désolée, c'est très peu lisible en termes de police. Ça devait être vert foncé, mais bon voilà, c'est gris, vous vous souvenez de la carte. Voilà, ce qui rejoint aussi les problématiques environnementales. Est-ce qu'aujourd'hui on veut laisser autant de papier dans les hôtels? On a réussi à tout mettre en ligne. Qu'est-ce que finalement, post-crise, on va continuer à garder en digital? Et puis là, on a lancé, en partenariat avec Microsoft, une solution de réunion hybride. Plutôt que d'accueillir 200 personnes d'un même groupe, vous voyez les différents noms qu'on a déjà accueillis, que ce soit Midas, Vinci et autres, en fait, on va accueillir 80, 100 personnes en séminaire en présentiel dans l'hôtel, et ils vont utiliser une solution qu'on a mis en place avec Microsoft qui s'appelle All Connect, qui est en fait un équipement de très haut niveau qui va permettre aux gens en présentiel dans l'hôtel d'avoir un séminaire, des conférences connectées avec différents points de l'organisation ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, avec All Connect, on a des retours très positifs. C'est quelque chose qui est très demandé par les grands comptes et on pense que ça va être la confirmation de l'hybridation du MICE et du corporate dans le voyage d'affaires. Troisième élément, la flexibilité et le nomadisme. Je viens d'en parler. On n'a pas le même rapport au travail. J'avoue que moi-même, j'étais un peu sceptique sur le télétravail. J'étais sans doute pas assez moderne sur la capacité à autoriser mes équipes à travailler à distance. Force est de constater que les organisations ont su s'adapter vite, en basculant très vite en télétravail. Et aujourd'hui, notamment les jeunes générations, si on veut recruter des talents, demandent à avoir plusieurs jours de télétravail lors d'une semaine. Donc on a forcément adapté les solutions au sein de nos hôtels, en accord avec nos propriétaires, avec différentes gammes d'offres par rapport à ce nouveau nomadisme. Donc il y a soit Hôtel Office qui existait avant le Covid, qui consiste à prêter une chambre en usage 2 jours pour permettre à quelqu'un de travailler depuis une chambre d'hôtel. Il y a tout ce qui est les spots Wojo, qui est du coworking. Mais surtout, aujourd'hui, on va plus loin, puisque des entreprises rendent leur immobilier de bureau. C'est surtout de la colonne de droite dont je vais vous parler, avec le phénomène de Workspitality, où là, on est dans une situation où des entreprises rendent leur immobilier de bureau, parce qu'il y aura moins d'utilisation du fait de la progression du télétravail, et on a certains hôtels qui louent sur 2 mois, 3 mois, 6 mois, des étages entiers de chambres, sortis de leur lit, avec les facilités d'un espace de bureau, le Wi-Fi, l'imprimante, la connectivité, les services de restauration. Et donc, l'hôtel devient un espace d'où on travaille. Et ça, c'est une évolution durable en termes de nomadisme et d'évolution dans notre rapport au lieu d'où on travaille. Ce n'est pas forcément travailler du bureau ou travailler de chez soi, c'est travailler d'un autre endroit. Et je pense que pour attirer les talents de demain, ce sera un critère fortement regardé par les jeunes générations. Quatrième élément, la personnalisation, les expériences. Mais ça, vous le savez tous. Vous savez qu'on a refondu notre programme de fidélité fin 2019. Il a été lancé début 2020. Ce programme s'appelle All, Accor Live Limitless. Et l'idée du programme, c'est de parler aux émotions et aux passions de nos clients en reposant sur la notion d'expérience. Nous, aujourd'hui, on pousse ce curseur parce qu'on est convaincu que les clients vont chercher de l'expérience, de l'authenticité, quelque chose qui n'est pas transactionnel, quelque chose qui parle à ce qu'ils aiment lors de leur séjour dans les hôtels. Et donc,
Là, vous avez Gisèle et Fernando qui sont des clients Hall, et c'est vrai, qui habitent au Brésil et qui rêvaient de rencontrer Amir. Donc, on a organisé une expérience Hall au Pullman de la Tour Eiffel avec un festival de musique. On a organisé aussi une expérience pour nos membres du programme de fidélité au domaine de Merlioz avec un mercure absolument remarquable, un spa, Nux, et puis une visite du théâtre d'Aix-les-Bains, une balade sur le lac d'Aix-les-Bains, quelque chose autour du bien-être, de la gastronomie. Et c'est quelque chose qui a vraiment très bien marché. Et puis pour les passionnés de sport, vous avez dû voir que Messi a rejoint le PSG. Et donc pour les passionnés de sport, on a organisé au Fairmont de Monte-Carlo voilà, une participation au Grand Prix de e-Formula de Monaco. Et ça, si vous voulez, tout ce qui est expérience, attention, personnalisation, le pourquoi est-ce qu'on choisit une marque plutôt qu'une autre, nous semble être très important. Dans ce contexte-là, la santé va sans doute aussi jouer un rôle très important. On parle beaucoup de la restauration, du lifestyle, de l'hôtel comme lieu de vie, c'est vrai, mais quand on a vécu une crise sanitaire de cette violence, il nous semble aussi essentiel de pousser le secteur de l'hôtellerie vers une attente forte client, qui est le secteur, l'attente de bien-être. Le bien-être décliné au sens large, que ce soit la nutrition, l'énergie, le sport, ce n'est pas juste quelque chose qui est une approche médicale par rapport au thalasso traditionnel, c'est vraiment quelque chose qui est assez exhaustif, assez holistique, et on voit bien à quel point le tourisme du bien-être, l'hôtellerie du bien-être explose en ce moment. Vous devez être entouré de gens qui sont très friands, très preneurs de quelques séjours de 4 à 5 jours autour du détox, de régime sur mesure, de bien-être, de réénergisation. Et nous, on observe que c'est une tendance qui est extrêmement grandissante auprès de nos clients. L'autre attente forte, c'est le sens. Pourquoi est-ce que je vais prendre un avion pour aller à New York ou à Jakarta si je peux faire ça par Zoom ou Teams ? Ce n'est pas très bon pour les finances du groupe et en termes d'empreinte carbone et environnementale, ce n'est pas super non plus. La raison d'être du déplacement, la raison d'être du voyage va grandir. Et donc, la raison d'être en interne de nos groupes d'hôtellerie va aussi devenir une exigence accrue. Donc nous, on l'a décliné avec 3 grands piliers qui nous sont très chers. Un pilier de responsabilité environnementale, sociétale, avec tout ce qui est de l'ordre de la solidarité. Et puis, j'ai un engagement personnellement très fort autour de la diversité. Je pense que les équipes les plus diverses sont les équipes les plus riches, les plus porteuses. Et donc, on a un engagement à la fois en termes de protection de l'environnement, de diversité et de solidarité. En termes d'environnement, vous le savez, le reporting financier des entreprises ne sera pas que financier. Il va de plus en plus comporter une part de responsabilité environnementale, d'empreinte environnementale. Donc voilà, on a des engagements très forts en termes de plastique, de carbone. Et c'est un chemin qui n'est pas facile et qu'on va mener main dans la main avec nos propriétaires. Mais c'est un vrai engagement du groupe. En termes de diversité, on a pris des engagements très forts d'avoir bientôt 40% de femmes au COMEX du groupe Accor et 45% de femmes au sein des COMEX des hubs régionaux, comme les miens, et 40% de femmes directrices d'hôtels. On était à 27% de femmes il y a quelques années, aujourd'hui on est à 35%, et je pense que la diversité de genre, mais aussi d'âge et de background multiculturel est la plus grande de nos richesses. Et puis, vous l'avez peut-être vu, grâce à nos propriétaires main dans la main, le groupe Accor a mis à disposition 1 million de nuitées pour accueillir en France les populations les plus exposées à la gestion du Covid ou les plus fragiles, que ce soit des étudiants, des personnes sans domicile, des femmes victimes de violences, voilà, du personnel soignant lors du premier confinement. Je pense qu'on aura de plus en plus une interrogation sur la raison d'être, l'engagement, les valeurs de l'entreprise de l'hôtellerie. Et ça, c'est vraiment un élément sur lequel on va pousser. Non, c'est bien ce que je me disais. Donc en fait, je vais devoir parler avant. Voilà.
Juste pour vous dire, dans cette logique-là, on a lancé l'année dernière une marque qui s'appelle Grit, qui est une marque justement qui prône l'hôtellerie éco-responsable. On a souvent une image de secteur prédateur à travers l'hôtellerie. Or, nous, on est convaincus qu'on peut concilier l'hôtellerie avec un tourisme responsable et durable. Et donc, l'idée de Grit, c'est de porter une marque autour de la seconde chance des lieux, la seconde chance des matériaux. On meuble en fait nos hôtels avec du mobilier qui a déjà été utilisé, qui a été en fait chiné. Et on travaille beaucoup dans une logique de restauration en circuit court, proche de la localisation du Grit. Aujourd'hui, on a déjà 10 hôtels ouverts à Beaune, à Marseille, à Lyon, et on va en avoir 5 de plus d'ici 2021. Et on croit beaucoup que l'hôtellerie peut être compatible avec de l'éco-responsabilité. 2 derniers points qui, aujourd'hui, nous préoccupent beaucoup. Le premier, c'est les enjeux de recrutement sur le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. On parle des grandes tendances post-Covid. Le Covid n'est pas encore sorti, il n'est pas encore parti, mais il va falloir qu'on apprenne à vivre avec cet environnement. Moi, aujourd'hui, mon principal challenge, et c'est sur quoi je travaille avec les propriétaires du groupe, c'est justement redorer le blason de notre secteur, renforcer l'attractivité de notre secteur, mieux faire connaître notre secteur dans ses différentes dimensions. Ascenseur social, diversité et richesse des métiers, possibilité d'évolution de carrière. Aujourd'hui, vous le savez tous, on était à 60 000 postes vacants avant la crise. Les 4 organisations professionnelles du secteur HCR font état de 110 000, puis désormais 150 000 postes vacants. Il y a une crise et difficultés de recrutement sur les métiers de chef de cuisine, de commis de cuisine, de chef de rang, de serveur, de valet de chambre, de femme de chambre. Donc on a tout un travail à engager main dans la main sur une réflexion autour d'une meilleure connaissance du secteur de l'hôtellerie, de la richesse et de l'ascenseur social que permettent ces métiers, de la pénibilité, en sachant que ce n'est pas qu'un enjeu pour moi de rémunération, c'est un enjeu de conditions de travail, de coupure, de rythme de vie. Et je sais que j'ai déjà beaucoup de propriétaires qui sont volontaires pour qu'on réfléchisse ensemble. Vous avez dû voir que le gouvernement vient d'accorder le pourboire digital défiscalisé. Ça participe aussi à cette réflexion. Et puis je crois aussi qu'il y a un enjeu de formation initiale avec les pouvoirs publics pour davantage sensibiliser tôt à l'intérêt de ce secteur et permettre à nos hôtels, à tous les hôtels, parce que je pense que c'est une problématique qui va au-delà du groupe Accor, voilà, de trouver des talents motivés et qui comprennent la richesse de cette industrie. Dernier point, et ce sera ma conclusion, ne t'inquiète pas Aurélis, c'est peut-être une conclusion qui est un peu moins attendue, mais je vous ai déjà raconté le business, le mix clientèle domestique loisirs, l'éco-responsabilité. C'est un sujet dont finalement on parle peu, mais c'est le rôle du leader et du manager. Ce que je constate, c'est que c'est vrai, à l'ère du digital, des Zooms, des Teams, la productivité individuelle a progressé. Moins de temps de transport, plus d'efficacité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on généralise le télétravail en se disant que c'est une solution intelligente pour tous. Je nuancerai quand même le constat au regard de la productivité collective. Les entreprises sont quand même des communautés d'hommes et de femmes qui sont réunis autour d'une raison d'être, d'une vision commune. Et je trouve qu'à l'ère du digital, avec 2 ou 3 jours de télétravail, alors pas dans les hôtels, mais dans les structures de siège, dans les structures stratégiques, dans les structures de pilotage, avoir une grande partie des collaborateurs en télétravail, c'est un défi supplémentaire, qui plus est en période de gestion de crise. En crise, il faut aller plus vite et accepter de déléguer, quitte à faire des erreurs. Ce qui implique un management davantage dans l'empowerment, dans la confiance, dans l'horizontalité, et pas des silos trop hiérarchiques qui prennent trop de temps en termes de chaîne décisionnelle. Ça demande à trouver le juste équilibre entre la productivité individuelle et la productivité collective, qui ne sont pas, pour moi, les mêmes choses. En termes de sens, malgré la tempête, important de garder du lien avec les collaborateurs, quels qu'ils soient dans nos différents pays, de garder le lien avec nos propriétaires, de garder le lien avec les directeurs d'hôtels, et ce, en ligne. Et vous avez dû constater que animer en ligne demande un autre type d'énergie. Et puis,
on va être appelé à former de nouvelles générations de managers qui vont devoir apprendre à gérer une complexité et une volatilité croissante. La crise de Covid sera peut-être derrière nous, mais nous aurons à gérer d'autres crises avec un environnement toujours plus complexe et incertain. Ce qui demande une énergie particulière, et il me semble, pour nourrir cette énergie, d'aller puiser pour ses collaborateurs et ses managers dans deux sources d'énergie. Un, tout ce qui participe à la culture de l'entreprise, à la fierté d'appartenance. Donc je pense qu'aujourd'hui, en réponse à la crise, plus que jamais, nous, groupe hôtelier, on doit articuler la raison d'être, les valeurs qui font que les gens nous choisissent, que ce soit les clients, les propriétaires ou les talents qui nous rejoignent. Et puis, vous l'avez vu, on a essayé beaucoup d'ancrer l'ADN du groupe dans le fait de rendre, dans la solidarité. Et ça aussi, je pense que c'est ce qui permet de tenir dans la tempête. Donc juste une conclusion pour vous dire que dans des périodes de crise, d'incertitude et de volatilité qui vont être appelées à durer, ça vaut le coup aussi qu'on s'oppose et qu'on réfléchisse au rôle peu simple des leaders et des managers pour l'hôtellerie de demain, qui reste évidemment un secteur merveilleux. Merci à tous.